Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous! Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Je vous lis ma petite intro. Vous êtes prêts? Super. Salut tout le monde et bienvenue chez moi pour ce cercle de parole sur la peur des IST, les infections sexuellement transmissibles, comment ça impacte nos sexualités et ce qu'on peut faire pour se libérer. Assis sur mon canapé, j'accueille Adrien, Mathieu, Florent, Stéphane. Adrien, Florent et Mathieu sont 3 auditeurs qui ont répondu à mon appel à témoignage. Merci à vous, bienvenue. Et Stéphane Morel est coordinateur du SPOT, un centre de santé sexuelle à Paris. Ce soir, chacun va raconter son chemin de conquête ou de reconquête de sa sexualité face à la peur des IST. Stéphane, tu auras une casquette d'expert, tu interviens quand tu veux pour nous partager des infos médicales à retenir et des conseils concrets. Cet épisode est soutenu financièrement par mon partenaire SexoSafe de Santé publique France. Un soutien essentiel car pour le moment, seulement 190 auditeurs soutiennent le podcast. Seulement, c'est quand même déjà super. Mais c'est vrai que j'ai besoin que 400 auditeurs donnent 5 € par mois pour que je sois financièrement en sécurité. Alors si tu écoutes ce podcast, qu'il t'inspire ou t'aide, prends 5 minutes maintenant pour aller sur le site et faire un don, mensuel ou en une fois. Merci. Bon, revenons à notre sujet. Je vais vous faire une confidence. Si on devait faire là, tous les 5, une compète à celui qui est le plus ou qui a été le plus bloqué sexuellement à cause des IST, désolé mes amis, je pense que je gagne. Ma peur irrationnelle des IST, je rigole pas, ça m'a bloqué 20 ans, 20 putains d'années, de l'âge de 15 ans à 35 ans. J'avais du sexe, mais c'était bourré d'angoisse, avant, pendant et après. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus aucune angoisse liée aux IST. J'ai gagné ce combat dans ma petite tête. Youpi. Et je vais vous raconter comment. En tout cas, je participerai à ce cercle de parole. Mais je propose qu'on commence par un petit tour de table, en fin de canapé. Je rigole parce que j'ai rigolé quand j'ai écrit cette blague qui n'est pas vraiment très drôle, mais bon, on est assis dans mon canapé. Chacun, je propose, va dire son prénom en commençant par toi, Adrien. Et en plus de ton prénom qu'on va découvrir ensemble, parce que je ne sais vraiment pas lequel c'est, tu vas dire de 0 à 10 comment aujourd'hui la peur des IST empêche ta sexualité. 0 étant pas du tout, genre vraiment niette, et 10 étant beaucoup. Je m'appelle Adrien. Ah ouais. Comme par surprise. De 0 à 10, ouais, c'est une bonne question. Mathieu, prépare-toi, tu es le suivant. 4. Ok. Mathieu. Donc moi c'est Mathieu. Et aujourd'hui, ma peur des IST, elle se situerait aussi aux alentours de 4 ou 5. Stéphane. Bonjour. De mon côté, je pense qu'elle est assez 2, 3. Pas plus. Ok. Et toi, Florent? Donc moi c'est Florent, effectivement. Moi je me situerais actuellement, je me mettrais 3. Moi je me souviens, en tout cas moi dans ma prépa, Mathieu, tu m'as dit
La peur des IST, est-ce qu'elle te bloque? Tu as répondu oui, beaucoup. Mais je suis très heureux que tu changes d'avis et que tu sois une personne complexe et mouvante. Tu m'as dit, pendant de nombreuses années, je me suis complètement interdit d'avoir une sexualité de peur des IST. Je m'interdisais tout rapport, m'enfermant dans la solitude. Quand j'ai commencé à reprendre la sexualité, je me suis rendu compte être bloqué à pas mal de niveaux. Je faisais de grosses crises d'angoisse. Aujourd'hui, tout n'est pas réglé, mais je suis en chemin. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu 5, parce que je saurais pas précisément donner une note. Ça va dépendre en fait du rapport. Sexuel. Sexuel, bien sûr. Ouais. Là, depuis quelque temps, je dois avouer que mes peurs, ça me nuise, et tant mieux, parce que j'en ai bavé pendant un certain nombre d'années, et il est temps que j'arrive à me sentir mieux. Et en vérité, oui, ce que tu mentionnes dans ce que je t'ai dit, ma peur des IST, elle est bien réelle, elle existe encore, elle est encore présente, mais elle est contrôlée. Et Tu nous ramènes au début, quand tu dis j'en ai bavé. Tu te souviens comment? Bien sûr, je m'en souviens très bien. On repart en 2019. Ma sexualité a débuté peu de temps avant, j'ai 21 ans à cette époque-là. Je viens de quitter mon premier copain et je pars vivre en Espagne à cette époque-là, donc j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de découvrir des choses que j'ai pas encore découvertes. Donc pour la première fois, je m'inscris sur Grindr. Et c'est à partir de ce moment-là que tout devient compliqué. Alors il faut dire que là-dedans entre aussi un gros choc émotionnel familial, donc ça n'a pas aidé. Mais en fait, suite à un rapport en particulier qui m'a déboussolé, décontenancé, c'est après ça que j'ai eu mes premières angoisses et que je ne savais pas nommer en fait, parce que j'avais jamais eu de crise d'angoisse auparavant et je savais pas ce qui se passait physiquement. Je ressentais des peurs incompréhensibles. J'avais du coup des symptômes aussi d'IST à ce moment-là. Donc panique à bord totale, parce que je suis dans un autre pays dans lequel j'ai pas un accès à la santé comme en France, étant étranger. Du coup, que je comprenne, avant ce rapport sexuel en Espagne, t'as un copain, en fait, la peur des IST était pas bloquante? Non, pas du tout. Et t'avais une stratégie de protection, enfin. Oui, toujours. Et il y a toujours eu de la protection en soi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es à l'aise de raconter ce rapport sexuel? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier? En fait, je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé ce soir-là. Ce mec est arrivé chez moi et on avait discuté un tout petit peu sur Grindr. Et son idée, c'était effectivement d'avoir un rapport directement, ce qui est plus compliqué pour moi, mais je le savais pas forcément à ce moment-là. Du coup, on a eu un rapport. J'étais consentant, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que après ce rapport-là, le peu de temps qu'il reste chez moi, je veux dire le peu de temps qu'il reste encore chez moi, il m'explique que de toute façon il avait déjà vu quelqu'un la veille et puis quelqu'un même le jour même, et qu'il voyait quelqu'un le lendemain. Et ça, en fait, je me suis dit waouh. Et du coup, en fait, sans rien cacher, je lui ai fait une fellation sans protection. Et c'est à partir de là, en fait, que les choses commencent à me faire peur, parce que du coup, je sais pas où il a traîné avant, en fait, et ça m'effraie à ce moment-là. Et c'est 2 semaines après, en fait, que je commence à ressentir des symptômes. J'essaie de contacter une personne qui est infectiologue dans un CHU en France. Elle me fait peur, du coup, en me disant mais t'as des symptômes, il faut absolument que tu te fasses tester là très vite. Je peux pas me faire tester là où je suis. On ne me le propose pas parce que je n'ai pas de carte de santé espagnole. Donc panique à bord, en fait c'est là qu'arrivent mes premières vraies grosses crises d'angoisse et je vois quelqu'un en même temps, enfin c'est très très compliqué. Du coup je rentre en France en catastrophe, je me fais tester, je rentre en Espagne après et en fait s'ensuit tout un processus de paranoïa qui démarre vraiment à ce moment-là et qui augmente jusqu'en février, finalement mars 2020 quand la pandémie arrive. La pandémie arrive, du coup je m'enferme complètement et c'est à partir de là que j'arrête réellement pendant un certain temps d'avoir des relations sexuelles parce qu'elles m'effraient. L'idée d'en avoir une me fait peur, même si j'aime ça. Mais je me dis, en fait, à un moment donné, il va falloir que tu choisisses. Soit tu sais que tu vas faire une grosse crise d'angoisse et que tu vas être dans le mal absolu, soit du coup tu restes dans ton coin et puis tu t'occupes tout seul, quoi. Du coup, en Espagne, le test était positif, J'avais rien, j'étais négatif. J'étais négatif et c'est là que je comprends pas en fait, parce que les tests je les ai faits en France, du coup ils arrivent négatifs et je comprends pas parce que les symptômes ils étaient là. C'était quoi les symptômes? Ça me brûlait énormément quand j'urinais, donc je comprenais pas. Je les ai même fait 2 fois les tests, même en revenant en France à un moment de la pandémie, j'en ai refait, rien.
3 mois après, rien. Bon, donc voilà. Et donc c'est par derrière que tout continue. Et quand je reprends mes études en France, les choses sont toujours dans le même acabit. C'est à ce moment-là que j'attaque une thérapie. Parce que je me sens trop mal, parce que mon hypocondrie, elle est certes sur les IST, mais en fait, elle prend toutes les sortes de maladies. L'hypocondrie, elle est générale, mais les IST prennent un gros pourcentage de l'angoisse. Et du coup, c'est vrai que le peu de rapports que j'ai à cette époque-là me terrifie. Puis voilà, je sais plus où donner de la tête, quoi. À cette époque-là, c'est quoi ta stratégie de prévention? Enfin, comment donc tu fais des fellations sans capote, et sinon tu utilises la capote pour t'es pénétré ou tu pénètres les gens? Oui, l'un ou l'autre. En général, à cette époque-là, je suis plutôt pénétré. Mais du coup, en fait, le blocage, il vient là aussi, en fait. C'est-à-dire que je suis plus en mesure physiquement, je n'y arrive plus. À être pénétré? Ouais, ça marche plus, c'est bloqué. Parce que dans ta tête, il se passe quoi quand il y a un rapport sexuel? Tu penses aux IST? Tout de suite. Ah ouais. Tout de suite, ça me ronge. Je me dis, j'ai envie de prendre du plaisir, mais en même temps, je me dis, oh là là, quelle catastrophe. Peut-être que si ça se trouve demain, peut-être que si ça se trouve dans une semaine. C'est des peurs paralysantes, en fait, qui arrivent. C'est une voix dans ma tête qui arrive, qui me dit, oublie pas, je suis toujours là. Je te fais peur. N'oublie pas que je suis là. Vraiment, je suis avec toi. Ta peur est là. C'est la raison pour laquelle vraiment je décide de partir en thérapie, une thérapie TCC avec une psychologue. Et pour combattre en fait cette hypocondrie, parce que il faut s'imaginer en fait que une fois, lors d'un rapport en particulier, j'habitais Poitiers à cette époque-là. Après un rapport, je tombe dans une crise d'angoisse qui m'a duré 1h30. J'étais en boule sur mon lit, en tétanie totale. J'ai fait une poussée de fièvre. Enfin, on arrivait dans des sommets incalculables. Enfin, c'était invivable finalement. Au moment de la... Je suis vraiment désolé pour toi. Non, mais non, faut pas l'être. Ah bah si, si, ça m'émeut. Au moment où t'es en crise d'angoisse, est-ce que, enfin, c'est quoi un peu les fondements mentaux? Enfin, ton cerveau te dit quoi? Te dit, c'est quoi les petites phrases? Même si la crise d'angoisse, ça peut être une panique totale et rien dans le cerveau. Est-ce que toi, t'avais des petites phrases? C'est du genre, je vais forcément avoir une IST. Oui, c'est exactement ça. C'est ces phrases-là, en fait, c'est celles que tu viens de dire. Elles sont là avant même que la crise commence, finalement, puisque c'est elles qui vont démarrer, finalement, la crise. Elles sont là, ces phrases-là. C'est effectivement ça. C'est des phrases qui me disent, bon, bah, de toute façon, c'est foutu, maintenant, t'es malade, c'est sûr, tu vas pouvoir aller te faire traiter. C'est bien fait pour toi, t'avais qu'à pas faire ça, tu le savais très bien. C'est des phrases même qui peuvent être violentes comme ça. Hein. Ouais, et t'es malade, tu vas devoir aller te faire traiter. C'est-à-dire que tes angoisses savent que les IST... Certaines peuvent être traitables. Bien sûr, ouais. Bien sûr, ayant tellement peur des maladies de manière générale, je me suis toujours renseigné sur les traitements. Les traitements, parfois, me font peur aussi. C'est ça qui est encore plus paradoxal dans cette hypocondrie-là. Mais du coup, je sais ce qui existe. Je connais à l'époque les trithérapies. Je connais peu, voire pas, la PrEP, encore à cette époque-là. Parce qu'on n'en a jamais parlé, tout simplement. Ou alors j'en ai vu sur les réseaux, enfin on en a parlé sur les réseaux sociaux des influenceurs que je suis qui sont aux États-Unis, et donc en France à ce moment-là je suis même pas sûr que ce soit là vraiment encore. Parce que ton angoisse c'est je vais attraper le VIH. Mais même pas le VIH en fait. Non. Le VIH, j'ai toujours conscience qu'il existe des thérapies qui font qu'aujourd'hui on est indétectable et que du coup en soi il y a des choses qui permettent de vivre et de vivre correctement. Mais ça c'est ton cerveau rationnel. Oui, mais c'est mon cerveau rationnel. L'angoisse elle pense pas au VIH, l'angoisse elle pense à l'hépatite, l'angoisse elle pense à la syphilis, à la chlamydia, elle pense à des choses comme ça plutôt. Ok. C'est ces maladies-là c'est la douleur en fait qui me fait peur, je pense, et gonorrhée, tout ça, voilà. Ok. Florent, est-ce que tu hochais la tête? Oui, je suis. Toi, dans le parcours de Mathieu, c'est des choses qui résonnent pour toi? Ça résonne, alors beaucoup moins. Enfin, je ne suis pas allé jusqu'à faire des crises d'angoisse, effectivement. Mais cette peur irrationnelle de la maladie en général, pas que des IST de toute façon. Je suis donc je suis hypocondriaque. Et oui, mais je me reconnais bien ce qu'il dit parce que il dit que on a aussi peur du traitement, enfin de l'effet que ça peut avoir sur nous, de la douleur et tout ça. Et moi, c'est ce qui s'est passé aussi quand j'ai voulu donc prendre la PrEP la première fois.
j'ai eu des effets secondaires de ouf. J'ai cru que j'allais mourir. mais je pense que je me les suis un peu provoqués parce que je suis très fort pour ça, justement, de me provoquer des symptômes. Et il faut savoir que je n'ai jamais eu aucune IST. Pourtant, j'en ai très peur, mais j'en ai jamais eu. Ah, waouh! Ouais, j'en ai jamais eu. Je me suis fait dépister des milliards de fois. Enfin, tu vois. Voilà. Mais oui, donc du coup, ma première prise de PrEP a été très compliquée parce que, en fait, j'ai eu tous les effets secondaires qu'on peut lire. Parce que du coup, après, moi, je vais lire la notice, je vais lire sur Internet. Donc du coup, comme je le lis, je l'assimile et donc je l'ai. Tu vois, cet effet-là. Donc, sachant que la PrEP, c'est le médicament que tu prends justement selon une structure, enfin genre avant et après un rapport sexuel pour te protéger du VIH. Donc c'est pas tu vois c'est pas suite à une IST et autres. Non. Mais il peut y avoir des effets secondaires plus ou moins rares et c'est ceux-là que tu lis et que tu ressens à ce moment-là. Ouais. Parce que là tout à l'heure. Voire d'autres, hein. Parce que je peux en inventer. Okay. Je peux en inventer. Toi, tu as l'impression que l'angoisse autour des IST, elle est là depuis le début. Parce que tu vois, Mathieu disait, mais moi, avant, elle n'était pas là. Elle est apparue. Moi, perso, Guillaume, elle est là depuis le début. Est-ce que toi... Depuis le début de ma vie sexuelle, ouais. Oui. Oui, bien sûr. J'ai eu une vie sexuelle un peu tardive aussi. Donc, je pense que ça tourne à peu près au 2019-2020. Tu as quel âge quand tu commences à être sexuellement actif ? 30 ans. Okay. Un peu plus. 30. Et aujourd'hui, tu as quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 37. Ok. Voilà. Et parce que coming out tard, enfin bon, si tu veux, on fera un autre épisode sur ça. À moins que ça soit lié. Ouais, non. Ça pourrait être en fait, lié. donc, si tu veux, donc, je découvre un peu. Donc oui, effectivement, donc, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de m'amuser. Et donc, je découvre une certaine liberté, enfin, en tout cas des autres, quand je me connecte, à Grindr. Et donc, on constate que les gens sont très libres et très open, comme on dit. Chose que je suis pas forcément. Alors, je suis là pour découvrir, mais bon, voilà. Donc on voit des choses et on vit des choses un peu hard au début. Et puis... Parce qu'attends, à 30 ans, tu débarques sur Grindr, c'est un peu ton entrée dans la vie sexuelle gay. Ouais. Avant, t'avais eu une vie sexuelle hétéro ? Non. Pas de rapport sexuel Pas de rapport sexuel. Okay. Donc oui, la question... Avant, j'étais en surpoids, donc du coup, pour moi, vie sexuelle n'allait pas avec, donc je m'étais interdit cette vie-là avant. Ok. Tu t'identifies bi ? Non. Non. Donc t'étais... Mais tu te sentais gay ? Ouais. Oui. Tu étais au courant, enfin t'avais ça devant toi ? Moi je savais. Ouais, bien sûr. Okay. Mais donc quand t'arrives à 30 ans, tu dis je découvre des trucs un peu rudes ou un peu, je sais plus quel terme t'as utilisé, c'est quoi ? Des pratiques très libérées, alors sans capote, avec capote, bon voilà. Et puis c'est vrai que, alors ça tu vous l'avais dit dans un autre épisode, c'est que on associe souvent le milieu gay comme, enfin en tout cas le sexe gay comme sale, tu vois. Et enfin en tout cas moi c'était la représentation un peu aussi que j'en avais. Et donc après chaque rapport je culpabilisais. Alors moi par contre je n'y pensais pas pendant, par contre. Tu vois, je pense que l'excitation, le truc, ça me faisait complètement sortir du truc, mais par contre au moment où ça s'arrêtait, où c'était fini. Enfin, voilà, c'était... j'y pensais, puis après, je me rejouais le moment. Alors là, j'ai fait ça, là, il a fait ça. Mais du coup, voilà, tu vois, je me revivais la scène pendant des jours et des jours. Ok. Et j'ai mis énorme... Alors, c'est vrai qu'on va dire que la première année est très, très compliquée parce que je n'osais pas aussi aller me faire dépister. Tu vois, et je savais pas où aller. Donc, dès ton premier rapport sexuel, tu as eu ces angoisses après le rapport. Ouais. Tout de suite. Tout de suite après. Est-ce que tu te protégeais pendant ces rapports ? Très longtemps, par contre, j'avais pas de rapport où j'étais pénétré ou pénétrant. Donc, ça a été beaucoup de rapports avec des fellations, enfin, tu vois, voilà, des préliminaires. Ok. Ouais. Et des fellations sans préservatif ? Non. Donc ton cerveau, enfin tes angoisses se fixaient sur cette fellation sans préservatif, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est possible. Ok. Voilà. Donc du coup, j'avais énormément d'angoisse par rapport à ça, et comme en plus, j'osais pas aller me faire dépister, et j'en parlais pas non plus à mon médecin, donc du coup, je suis resté longtemps quand même avec cette angoisse, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un sur Grindr, un garçon avec qui on a parlé de ça, et c'est la première fois que je parlais de ça à quelqu'un, du coup. Et il m'a dit, non, mais il existe des centres, donc les CJ, tout ça, viens, on y va ensemble.
Tu vois, donc je suis tombé sur quelqu'un de très sympa. Ah très ouais, l'ange gardien sur Grindr. gentil. Ouais, Comme quoi, hein. ça existe. Ça existe. Tout est Bon, possible. ça n'a pas duré. Désolé de vous spoiler. Mais bon. Vous avez eu un rapport sexuel ensemble? Oui. Et c'est après que tu lui confies ton Oui. angoisse. Ouais. Ouais. Et lui l'a accueilli. Très bien. Très bien. Il m'a dit, bah, viens, on va se faire dépister ensemble. Et du coup, pour la première fois, j'y vais avec lui. Du coup, Super. Où ça? Et, T'étais où à ce moment-là? à Marseille. Où Ouais. tu habites? Où j'habite, du coup. Donc, c'était là-bas, donc au Cégide à Marseille. Et voilà. Donc, je n'avais rien. Donc, j'étais. Et tu n'as jamais soulagé. rien eu. Et je n'ai jamais rien eu. Voilà. Parce que tu n'as jamais rien eu, tu penses, parce que tu as pas de pratique sexuelle? Ta sexualité. Si, Tu as dit, je me suis jamais pénétré. Ah oui, Pénétration, non. Oui. Au départ. Mais Au après, départ. c'est venu. Hein, non, écoute, j'en ai jamais eu. Alors, je pense peut-être par chance aussi des fois, parce que oui, il y a eu des accidents et je n'utilise pas tout le temps la capote. Enfin, avant de prendre la PrEP, j'utilisais pas tout le temps la capote, parce que mon problème... Alors moi, je suis plus pénétrant, et du coup, la capote... quand j'en mets une, ça marche plus. Te fait débander. Exactement. Attends, ça c'est Donc, vachement intéressant parce que je me retrouve là-dedans et je suis curieux de savoir ce que les autres pensent. Ce que j'entends, c'est que tu as à la fois un cerveau très anxieux sur la possibilité des IST Ouais. et que sous le coup de Et l'excitation sur le dans moment, le feu, tu peux pénétrer sans capote. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai fait ça. Ouais. Et après, c'était terrible. Bah ouais. C'est terrible. Alors, du coup, maintenant, c'est vrai qu'au Cégide, ils me connaissent très bien, forcément. À partir du moment où je suis allé, ils m'ont vu tout le temps. Donc, Tu y allais très régulièrement. mais j'y vais beaucoup de fois. Encore Même aujourd'hui. même maintenant sous PrEP, j'y vais. Si j'ai le moindre doute, et comme je doute très souvent, du coup, j'y vais. Et alors, en plus, ils me disent que ça sert à rien parce que j'attends pas, tu sais, le délai, je sais plus combien il faut attendre. Enfin, moi, j'y vais le lendemain, ça sert à rien. J'ai dit, mais tant pis, faites-le moi, ça va quand même me rassurer. Je reviendrai dans 2 semaines ou je sais pas Ouais. quoi. Oui, c'est la période d'incubation, c'est-à-dire Ouais. un rapport sexuel. Ouais. Si tu devais avoir une IST, et c'est pas évident de choper une IST, hein. Toutes les IST sont pas faciles à avoir. Bah, apparemment, ouais. Parfois, moi, je crois que c'est automatique, mais non, et Stéphane pourra nous en parler. Mais même s'il y avait une possibilité d'IST, si tu sens un symptôme, genre la demi-heure d'après, Stéphane, je te posais la question, est-ce une demi-heure après, on est d'accord que c'est pas possible que ça soit déjà une IST qui s'exprime? Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'IST qui apparaissent en une demi-heure. Je crois que la plus rapide à avoir un symptôme, c'est les gonocoques et c'est au bout de 3 jours. Ouais. Donc, et c'est les gonocoques. Les autres, c'est 2 semaines en règle générale. 3 semaines pour d'autres pour avoir un dépistage qui peut être positif, voire 6 semaines pour, Ouais. par exemple, le VIH. Ouais. Mais moi, en préparant là, vraiment, je me souviens habiter à Genève, en Suisse, et je travaillais pour Médecins Sans Frontières. Et faut pas que j'ai honte, mais j'avais une expertise sur le VIH/SIDA. Donc c'est quand même, je trouve que c'est puissant. Pour moi, je dis ça parce que pour vraiment dire que l'angoisse ne s'inquiète pas de la raison, de la science ou de ton savoir, quoi. C'est pas une question de est-ce que j'ai lu des trucs et tout. Et malgré tout ça, je me rappelle de nuits d'angoisse après, dans le feu de l'action, avoir sucé une bite. Et la nuit d'après, c'était terrible et c'était et tu vois, tu t'inventes tout un tas de trucs et c'est vraiment et me dire dans la nuit, arriver à m'endormir en me disant ok, demain tu iras te faire dépister. Et c'est un peu ce que j'entends dans ton discours, Florent, c'est la seule chose où je peux essayer de retrouver un peu du sens là-dedans, c'est d'agir, et là où je peux agir, c'est dans un centre où ils s'y connaissent et où je vais me faire dépister. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis après, j'entends hein, que les symptômes viennent. J'entends et c'est vrai. Tu vois que les symptômes ils arrivent, mais c'est vrai que, moi je peux me provoquer des symptômes un quart d'heure après. Tu vois, ça me gratte. J'ai mal quand je fais pipi. Voilà, tu vois. Et ça m'est arrivé de prendre rendez-vous sur Doctolib la nuit où s'est passé le truc. Je prends rendez-vous sur Doctolib. Ça t'apaise? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Bah en fait, bien sûr. Voilà. J'avais envie que toi tu réagisses, Adrien, parce qu'à un moment donné, Florent t'a dit c'est marrant parce que je savais pas que tous les deux
vous aviez eu un coming out dit tardif. Alors, j'aime pas trop cette espèce d'échelle du temps qui voudrait que... Bon. Mais c'est intéressant parce que, en fait, tu m'as dit un peu la même chose. Ouais. Comme je préparais et que tu m'avais écrit un petit truc, je vais le lire. C'est sympa. Adrien, toi, tu m'as dit, après 10 ans de vie hétéro avec une femme dans une relation monogame, je découvre depuis quelques années ma vie gay et la santé sexuelle. En fait, c'est pas toi qui l'as écrit, c'est moi qui l'ai réécrit. Excuse-moi. Je t'ai fait un vocal et tu as retranscrit mon... Je mytho pas. J'ai mis du temps à sortir de l'image sida années 90. J'angoissais à chaque dépistage, même en prenant la PrEP. Récemment, j'ai eu mes premières IST. J'avais envie de te faire rebondir quand Florent a dit le sexe gay, je le voyais comme sale. Toi, tu me parlais de ces images un peu sida années 90. Toi, tu t'identifies bi ou gay ? Non, moi je m'identifie vraiment gay et l'image que j'ai de la sexualité gay, elle était pas du tout sale. Pour moi, elle était inquiétante parce que j'ai des souvenirs gamins d'avoir vu des images à la télévision de gens qui sont atteints du sida, qui se baladent dans les couloirs, qui sont tout maigres, complètement faméliques, qui sont blancs, livides, qui témoignent les yeux dans le vague. Enfin, moi j'ai une angoisse de ça et moi j'en ai parlé plusieurs fois à ma thérapeute parce que c'était aussi un stress récurrent de qu'est-ce que je fais de cette sexualité. En fait, tout de suite, elle était liée à quelque chose de macabre, en fait. Ouais. Et de morbide au sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire vraiment relié à la maladie, quoi. Et moi, ce que j'ai découvert, effectivement, après avoir été 10 ans dans un couple monogame avec une femme, en fait, j'ai découvert donc la sexualité gay il y a 3 ans. Et en fait, j'ai pris la PrEP et tout ça, et je me suis dit, putain, en fait, c'est fou, la sexualité gay, en fait, elle est vachement affilié à une médicalisation. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, où en fait la PrEP que j'ai pris assez vite, quand j'ai commencé à avoir mes premières relations, mes relations gays avec d'autres garçons. En fait, j'ai halluciné de prendre ce médicament tous les matins, quoi. Je me dis ah oui, en fait, pour pouvoir vivre sereinement dans ma tête, il faut que je prenne ce fucking médicament tous les matins, quoi. Ce qu'il n'y a pas du tout dans la culture hétérosexuelle, hétéronormée, ou d'un coup monogame. Toi, ton rapport aux IST quand t'étais dans une relation sexuelle hétéro, ça n'existait pas. Ça n'existait pas parce que vous étiez monogame, vous faisiez des tests. Non, même pas. Pendant 10 ans, j'ai jamais fait aucun test. Ah, putain, pendant plus de 10 ans, j'ai fait aucun test. J'ai fait mes premières prises de sang. Quand je me suis séparé, que j'ai divorcé, que j'ai commencé à avoir des relations avec des garçons, et je me suis dit oh là là, d'abord évidemment sans capote parce qu'en fait c'était le désir qui surgissait un peu comme ça, et après je me suis dit non mais Adrien, tu vas faire des conneries, donc je suis allé me faire tester, et là le médecin il m'a dit ok, on va vous faire un test là maintenant, et donc là j'ai totalement flippé, je me suis dit putain mais en fait t'as fait n'importe quoi, tu t'es même pas protégé, enfin j'étais vraiment dans une espèce d'angoisse très très forte. Et évidemment, heureusement, les résultats au VIH étaient négatifs. Mais cette angoisse-là m'a duré pendant 2 ans, alors que j'étais sous PrEP. Je le prenais tous les matins. J'étais hyper rigoureux dans ma prise de PrEP. Et que quand je faisais mes tests, au début tous les 3 mois et maintenant tous les 6 mois, j'avais une sexualité qui escalait. Mais avant le résultat du test, j'avais une montée d'angoisse, mais c'était horrible. C'était énorme. Toi, tu disais, t'avais quelle sexualité ? Moi, comme j'ai un peu mis sous cap ma sexualité pendant plusieurs années, en fait, à part là, depuis 3 ans, j'ai une sexualité régulière, avec une libido assez forte, donc je sais pas, enfin, tu vois. Plusieurs partenaires. Ouais, plusieurs partenaires par semaine, dans un rythme assez régulier. Après, comme j'ai 2 enfants aussi, du coup, en termes de logistique, j'ai la garde alternée, donc du coup, je pouvais pas assouvir autant mes désirs que je voulais. La semaine A, c'était avec les enfants, donc voilà. Puis la semaine B, dès que je pouvais, j'étais dehors, quoi. Mm-hmm. Et Florent disait qu'il se sent hypocondriaque avant de te faire rebondir, Stéphane. J'ai vu que tu t'étais saisi d'un micro. Toi, tu te dirais hypocondriaque ? Non. Ouais, donc. Je crois pas. Je suis juste. C'est ce rapport aux images. Aux images des années 90 du VIH et effectivement le flip, il est plus sur le résultat. Ah oui, et si d'un coup, sans le savoir,
j'avais attrapé le VIH. Ok. T'avais des inquiétudes par rapport aux autres IST comme... Pas du tout. Pas du tout. Aucune. Mais j'ai attrapé des IST et j'ai Tu vas souffert. raconter. Je vais raconter après, ouais. Stéphane. Moi, j'avais envie de réagir par rapport à la place du médical et du soin, en fait, dans notre sexualité. Et je pense que, oui, le VIH a introduit quelque chose dans la sexualité des hommes gays, bi ou non-binaires, qui est une intensité de la place du médical, des médicaments. Après, toi, tu l'as découvert, en fait, quand tu as commencé à avoir des relations sexuelles avec des hommes, et que tu l'avais pas dans ton couple hétéro avant. Pas du tout. Mais peut-être que ta copine, femme, je sais pas, l'avait, elle, avec la contraception. Oui. Ce rapport, on a nécessité de prendre un médicament pour Oui. pouvoir avoir des relations sexuelles libérées, en fait, du stress de quelque chose. Oui. Alors, c'est pas le même stress, enfin, faut pas déconner, mais c'est un stress réel aussi pour... Oui, puis elle est tombée enceinte, elle a avorté, enfin, ouais, donc j'ai eu cette version-là aussi, quoi. Mais c'était pas effectivement dans ma vie, dans mon corps, si je puis dire, quoi. Je comprends. Quelqu'un, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, quelqu'un veut ajouter quelque chose ou rebondir? Mathieu? Ouais. Stéphane, continue. Non, c'est pour te faire part de mon expérience à moi. Bien sûr. De l'inquiétude vis-à-vis des IST. Moi, elle s'est pas construite du tout de cette manière-là. C'est-à-dire que j'ai commencé ma sexualité sans la moindre inquiétude vis-à-vis des IST. Probablement sans même savoir qu'elles existaient. Pas même le VIH. Parce que j'ai pas eu la chance d'avoir des interventions en cours qui nous racontaient ce que c'était à l'école. Donc j'ai découvert les IST et le VIH en allant dans des bars gays, mais donc vers 18-19 ans, et en voyant les petites brochures de prévention qui étaient très 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 explicites à ce moment-là, au début des années 90. Donc il y avait des images qu'on qualifierait de pornographiques aujourd'hui, en fait, dans ces brochures produites par Santé publique France, dans son ancien nom. Et c'était assez intéressant. Mais là où mon inquiétude des IST, moi, elle est apparue, c'est lié au VIH, d'abord. Et quand j'ai réussi à calmer ça, c'est quand j'ai commencé à bosser, à parler des IST avec les gens. C'est le moment où, à force d'en parler, j'ai juste arrêté d'avoir une sexualité pendant 1 an. Parce que en fait, avoir tellement d'informations, et ça m'a fait penser à ce que tu as dit avant, la place de toutes ces informations, moi, dans ma tête, c'est ça qui a inhibé complètement ma sexualité au début de la période où je bossais. À l'époque, ça devait être le kiosque InfoSida où je travaillais. Et ça prenait tellement de place dans ma vie que j'arrivais plus à aller vers des relations sexuelles, des partenaires, sans que ça reste tellement présent qu'il n'y avait plus aucune place pour mon désir, ma libido et tout rien. Donc, pendant 1 an quasiment, j'ai pas eu de sexualité, de partenaire. Et puis à un moment, j'ai juste réussi à remettre doucement ça à sa place et à reprendre une sexualité tranquille. Ouais. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a cette question du risque zéro qui n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire, j'ai l'impression que moi, dans ma reconquête de ma sexualité, j'ai eu cette... j'ai déjà pris l'exemple sur le podcast, mais j'ai ma cousine qui fait de la haute montagne, elle est trop forte et tout, et elle a des problèmes de genoux. Ou en tout cas, elle peut avoir des problèmes liés à son activité hebdomadaire, comme moi aussi, Adrien, je te regarde, pardon. Et ben moi aussi, j'ai des rapports multiples, enfin j'ai plusieurs partenaires et ça peut être hebdomadaire. À l'instar de ma cousine qui fait sa montagne, bon bah on a un peu les conséquences des activités dans lesquelles on met notre énergie. Et c'est vrai que le moment où moi j'ai fait ce lien-là, tu vois, de se dire, bah oui, en fait, il y a rien où il y a risque zéro. J'ai fait de la céramique. Je peux te dire que quand tu touches les produits chimiques, même avec des masques, dans des milieux clos, il y a quand même des gros sujets de qu'est-ce que j'inhale, etc. Donc, nulle part, je ne trouvais un risque zéro. Et l'autre chose que j'ai envie de partager, et je suis curieux de savoir si... Parce que je l'ai un peu entendu dans vos témoignages, mais je ne veux pas parler à votre place. Moi, ce qui a appuyé... Donc, la peur des IST est partie de ce narratif commun que l'homosexuel est avant tout un malade.
soit c'est sous-entendu parce que il est quand même un peu mis de côté par la société. Et tout ça, c'est Guillaume qui perçoit ces signaux. Hein. Je dis bien sûr que c'est pas une réalité et vous allez partager votre opinion. Mais moi, j'ai grandi dans un endroit où je n'avais pas de repères homosexuels. Il n'existait pas. Hein. J'avais pas d'amis. Mes parents n'avaient pas d'amis ou que sais-je. Je n'en entendais parler que par la version, comme tu as dit, Adrien, de personnes qui pouvaient tomber malades et qui même dans cette maladie semblaient être quand même dénoncées et pointées du doigt. Et une immense solitude quant à ma sexualité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce podcast. Je pense que c'est le petit Guillaume à Genève, j'avais 23 ans. Je pense qu'il aurait tellement bingé ce putain de podcast. Parce qu'en fait, je suis là à paniquer, à sucer des bites, mais je me rends compte 20 ans plus tard que ce qui m'a sauvé, Ouais, mais je dis sauvé parce que franchement, vivre bloqué dans les angoisses, franchement, ça me rend trop triste et c'est pas une vie. Ce qui m'a sauvé, c'est mes pères avec un A et un I. C'est la communauté, tu vois. Et que moi, j'avais pas du tout conscience de ça. Je me disais, ouais, communauté gay, moi, ça me saoule, j'ai pas envie d'aller dans des bars, je trouve que ça sert à rien et tout. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des pratiques sexuelles libérées et qui me disaient « Ah, ben j'ai chopé une gono, ben ça se passe comme ça. Ah, ben moi, c'est ça, moi, je prends la PrEP, moi, je prends pas la PrEP. Moi, je fais comme si, moi, j'ai décidé de pas faire de fellation. » Enfin, c'est parce que des gens que j'aimais, qui m'entouraient, m'ont raconté leur rapport à tout ça et les choix qu'ils faisaient, que j'ai dédramatisé, que j'ai vu que j'avais un choix à faire et que j'ai pu faire mon choix bien, tu vois. Est-ce que ça... Vraiment, je me souviens tellement être si seul à Genève, là, le lendemain de mon insomnie, à courir au centre de santé ou que sais-je, et puis à le cacher, j'avais de la honte, en fait. Pour moi, c'est directement lié aussi. Et j'ai Mathieu qui hoche de la tête. Hop, je donne le micro à Mathieu. Oui, bah pour le coup, c'est vrai que je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce sentiment de honte, de je me sens coupable, de je cours au centre de dépistage, parce que, comme l'a dit Florent, moi aussi, hein, j'ai écumé les laboratoires d'analyse et les Cégides à cette époque-là, du coup, celle dont je parlais un petit peu plus tôt. En revanche, j'ai pas forcément grandi dans le même cercle que toi, parce que, pour le coup, mes parents, moi, avaient des amis gays. Tu as quel âge ? Moi, j'ai 26 ans. Mes parents avaient des amis gays, donc c'est toujours quelque chose qui a fait partie de ce qui existe. En revanche, le concept de maladie n'était pas forcément lié, parce que mes parents ne liaient pas ne liaient pas les homosexuels à la maladie. J'ai compris plus tard, en étant adolescent, au collège, au lycée, que oui, il y avait cette idée-là de la maladie des homosexuels qu'on a appelée le sida dans les années 80-90. J'ai, par la suite, plus grand, vu des documentaires, etc. Je me suis intéressé à la chose. Ce qui a peut-être pas aidé d'ailleurs à mes hypocondries. Mais du coup, j'avais pas cette vision-là des choses. En revanche, la solitude, elle était réelle et bel et bien là quand je faisais mes crises d'angoisse chez moi tout seul dans mon appartement, dans mon studio. Ça c'était réel et ça c'était absolument atroce parce que à qui en parler, personne. Parce que à l'heure actuelle, c'est vrai qu'en tout cas à cette époque-là, j'étais le seul gay de tous mes potes, quoi. Et c'était très dur parce que à qui je pouvais en parler de ça, à qui est-ce que je pouvais bien dire ça va pas, tu ne comprenais pas, quoi. Même si j'essayais d'en parler. J'en ai parlé à mon meilleur ami qui a toujours été une oreille incroyable, mais il savait pas, le pauvre, comment m'aider. Hétéro, ouais, mon meilleur ami. Il sait pas hétéro, mon meilleur ami. Non, mais parce que je crois que c'était ce que tu sous-entendais, mais j'étais pas. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Il savait pas comment m'aiguiller parce que lui, forcément, sa sexualité était très différente. Ah, mais 100%. J'ai eu ma première chlamydia et j'ai un groupe WhatsApp avec 2 potes gays à qui j'ai dit « Ah putain, je me sens trop pas bien, j'ai mal et tout ». Et en fait, rien que leurs messages vocaux de ah ouais, moi ça me rappelle ça, non mais t'inquiète, enfin rien que ce petit espace qui dédramatisait. C'est ça qui m'a toujours manqué, moi, à cette époque-là. Ouais, okay. J'ai, comme Florent, jamais chopé d'IST ni quoi que ce soit, malgré mes peurs et mes angoisses et mes pseudo-symptômes, du coup, finalement. Mais c'est vrai qu'il y avait ça. Alors, juste, moi, si je peux me permettre juste de rebondir sur ce qui a justement été dit par rapport à ça, moi, j'ai jamais considéré la sexualité gay comme sale, du coup. Moi, je le voyais pas comme ça, au contraire, j'ai toujours trouvé ça beau. Mais c'est vrai qu'il y avait cet aspect plus peut-être libéré, peut-être à cette époque-là, en tout cas à l'époque dont je parle, donc 2019, 2020, 2021,
comme j'avais peu finalement connaissance, je vivais quand même en province, donc il y avait beaucoup moins de. Tu veux dire quel coin? Ouais, je suis en Poitou-Charentes. Donc là, à l'époque, j'étais étudiant à Poitiers. En fait, j'avais peut-être une vision un peu libertine de ce qu'était la vie homosexuelle. Les rapports que j'avais, c'est vrai que moi, j'ai toujours préféré les rapports exclusifs, même si c'est que du sex friend. Comme j'ai peur justement des maladies, ce qui me fait peur, c'est moi j'ai confiance en mon corps, mais j'ai pas confiance en celui des autres. Et donc c'est ça qui me faisait peur. J'ai toujours dit à mes partenaires, j'aimerais bien. Alors les coups d'un soir, je fais pas en général. Ça m'arrive peu, voire pas, parce que ça me fait encore peur. Et ça, pour le coup, c'est encore quelque chose qui est pas encore tout à fait résolu. C'est en bon chemin, mais c'est pas terminé encore. Mais à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un effectivement à qui je pensais avoir dit j'aimerais bien que ce soit exclusif parce qu'on se voyait régulièrement. Mais ce serait bien que ça aille, voilà. Et en fait, un jour, il me dit ah bah non, j'avais pas capté. Pardon, j'avais pas compris ton truc. Ah bah désolé. Je dis ah. Du coup, on va s'arrêter là. Et lui, il a très mal pris. Il a pas compris surtout. Il a pas compris. Il a pas mal pris. Il a pas compris. Toi, ton désir d'exclusivité, ça vient nourrir une part de toi et ta façon d'être dans le lien, le sexe, l'amour, ou c'est une stratégie pour éviter les IST? Les deux, en fait. Moi, de base, pour avoir un rapport sexuel, j'ai besoin de ressentir des choses et je passe d'abord j'ai besoin de connaître un minimum la personne. C'est mon truc. J'arrive plus en tout cas. Le rapport dont je vous parlais au tout début, en fait, c'est ça qui m'a guéri de ça. Ce mec qui arrive chez moi en Espagne et qui arrive pour me défoncer, littéralement. Pardon, j'emploie des mots un peu forts, mais voilà, c'est ça, quoi. Et ça m'a dégoûté, en fait, et ça m'a perturbé beaucoup. Et en fait, non, du coup, moi, maintenant, j'insiste pour connaître un minimum la personne, avoir un date, même avant, limite, s'il faut. J'ai du mal, en fait, à sauter le pas de coucher le premier soir. Je sais que c'est un peu fleur bleue dans l'idée, mais je suis comme ça. Et t'excuses surtout pas. Il y a l'histoire d'effectivement, j'ai un côté assez romantique, c'est vrai, mais il y a aussi ce truc de j'ai la trouille des maladies, donc si on peut s'assurer d'un truc où on est juste toi et moi, c'est quand même pas mal. Mais je trouve que c'est passionnant ce que tu dis, t'excuses surtout pas, parce que je trouve que parfois la peur de l'IST, des IST, cette peur avec un grand P, peut-être parfois est une façon maladroite pour nous d'exprimer en fait qu'on n'a juste pas envie de ce type de rapport, que c'est peut-être moins lié à la peur de la maladie, mais ça peut être, tu vois, quand tu dis moi juste, je me rends compte que me faire défoncer par un mec que je connais pas et que je connaîtrais pas, c'est pas mon délire. Là, quelque part, c'est peut-être que parfois la peur de l'IST, elle raconte aussi autre chose. Et à la fois, et je me tourne vers Stéphane, et à la fois, j'ai aussi envie de dire, une fois qu'on fait un check avec soi-même et qu'on s'aligne avec ce qu'on veut comme sexualité, comme lien, j'ai envie de dire, ayez des problèmes de genoux. Ne limitez pas vos randonnées. Je veux pas te donner de conseils. Moi, je ne veux pas me limiter uniquement parce que je veux croire que j'aurai jamais de problème de genoux. Donc, j'ai envie de prendre soin de mes genoux. Cette image va nulle part. Peut-être qu'elle est un peu compliquée. Mais en gros, le point que j'ai envie de faire, c'est avec toi, Stéphane, c'est que à part le VIH et l'herpès, toutes les autres IST, si jamais toutes les autres IST se guérissent. Et on peut parler un petit peu de comment on se protège VIH ou herpès, mais moi, dans mon choix actuel, en fait, ça m'a libéré d'avoir ma première chlamydia. Ça a été, parce qu'en fait, on s'en fait toute une affaire, enfin je m'en faisais toute une affaire, et en fait, une fois que t'as chlamydia, moi, dans la mesure où j'ai eu des rapports sexuels super chouettes, et c'est ça où je te rejoins, Mathieu, c'est qu'en fait, je suis là, moi, je suis trop content de tous les gens, c'était plus ou moins réussi, et j'ai chopé une chlamydia. Tout de suite, j'envoie des textos aux gens en disant oups, et ils me font merci, je vais me faire tester. Et moi, je suis allé prendre mon petit traitement. J'ai envoyé mon petit message dans mon groupe WhatsApp en mode putain, j'ai le fion qui en feu. Et en plus, ça ressortait quand même 2-3 trucs. J'étais là, putain, mais c'est mal. Enfin, quand même, mon cerveau me disait un peu, j'ai fait des trucs mal. Donc, j'ai dû un peu nettoyer ça pour en fait me dire, non, bravo Guillaume, quoi. Bravo parce que
t'as fait un choix de prévention sexuelle, enfin moi ma stratégie c'est je prends la PrEP et j'ai certains rapports sans capote selon le partenaire. Lorsque j'ai un rapport sans capote, je comprends qu'il peut y avoir des IST et j'ai un système, c'est-à-dire tous les 3 mois comme tout le monde pour la PrEP je vais me faire dépister. À ce moment-là on peut capter des trucs, s'ils sont positifs on les guérit quoi. Et en tout cas je crois que c'est ça le défi, c'est de trouver son alignement dans ok, je veux quel type de vie sexuelle, c'est quel type de randonnée, il me faut quel type de matériel et quel risque je prends et est-ce que je suis ok avec ces risques. Mais tu vois, en fait, tout ce dont je parle, c'est vrai que ce que tu dis là maintenant, ça fait plus écho à mon présent. Ce dont je parle, c'est vrai qu'on est plus dans un passé, il y a encore une petite forme de réalité, mais le travail de cette thérapie est tel que ça me permet vraiment d'avoir réellement fait un pas en avant. Au prochain épisode, tu vas nous raconter ta thérapie. Ça marche. Tandis que Adrien va nous raconter ses IST et Florent bien ce qu'il veut. Mais non, mais si je te coupe, j'aimerais qu'on finisse cette première partie avec toi, Stéphane. Oui, dis-moi. Qu'on reprenne sur cette histoire de... Qu'on finisse sur... en fait, parce je trouve que là, dans tout cet épisode, on pourrait croire que les IST sont tout le temps très graves. Non, les IST, elles se guérissent toutes, donc tu l'as dit, sauf le VIH et l'herpès, qui ont des traitements pour vivre avec, plus ou moins bien, notamment pour l'herpès. Mais pour ce qui concerne les IST bactériennes, elles ont des traitements antibiotiques pour en guérir. On entend parler des fois de bactéries ultra résistantes, on les a pas en France. Le dépistage, ça permet d'être sûr de quelle IST bactérienne on a et donc d'avoir le bon traitement et ça évite de prendre n'importe quel traitement pour éventuellement générer des résistances. Il y a des vaccins pour l'hépatite A, pour l'hépatite B, pour les papillomavirus, pour la variole du singe ou le monkeypox aujourd'hui. Pour la méningite aussi. Donc tout ça c'est des maladies sexuellement transmissibles. On peut se faire vacciner. C'est recommandé quand on a un homme qui a des rapports sexuels avec des hommes. C'est cool. Mais bon, après, il y a toujours ce... Ok, une fois qu'on a tout bien fait, comment en fait on se sent pas coupable éventuellement d'avoir fait un truc mal parce que finalement il y a eu une conséquence négative. Et moi je me dis qu'un truc qui m'a aidé moi, c'est de me dire que je fais quand même quelque chose de bien. C'est-à-dire de, par exemple, prévenir mes partenaires que j'ai une IST et partir du principe que eux ils le savent peut-être pas et que c'est pas forcément leur faute parce qu'en général les gens ils te refilent des trucs quand ils savent pas qu'ils les ont. Donc j'essaye de rester dans un truc positif pour pas me mettre dans un mode auto-flagellation pour j'ai fait du sexe sale alors que non, mon sexe il est pas sale quand je le fais, quel que soit le sexe que je fais, il y a pas de problème et c'est pas la question des pratiques, c'est juste ma construction à moi qui fait qu'à un moment il y a une conséquence et donc je voudrais dire qu'il y a eu quelque chose de mal alors que non. Ouais. Moi, je suis sûr que on vit quand même dans un monde homophobe ou à forte tendance homophobe. Ça dépend où on vit, mais je crois malheureusement que... Et là, tout le monde hoche de la tête pour dire que je dis pas juste tout ça des conneries. Et je pense que je trouve que en piste pour justement dans son rapport à sa sexualité et la place des IST là-dedans, je trouve que aller questionner justement ce rapport à l'homosexualité, tu vois, cette idée que, enfin, tu vois, ma cousine, désolée, mais quand elle a un peu mal au genou, elle se dit pas qu'elle est sale ou qu'elle fait quelque chose de mal, tu vois. Non, mais c'est vachement intéressant. Ou pareil, tu vois, les gens qui courent des marathons, c'est quoi, 42 km? Enfin, ils se disent, et qui ont, parce que j'ai aussi ça dans mon entourage, jamais je les ai entendus dire, franchement, je suis une mauvaise personne. Parce que non, mais c'est intéressant, parce que j'ai couru un marathon. Et que du coup, j'ai des impacts de santé. Mais je pense que, et du coup, ça m'a toujours mis la puce à l'oreille sur est-ce que ce qui se raconte dans notre peur des IST un peu irrationnelle, donc au-delà de la peur juste, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup cette ancienne haine de nous-mêmes ou cette homophobie internalisée ou cette homophobie dans laquelle on est? Ça sera la conclusion de cette partie 1. Merci. Nous allons quelques victuailles. J'ai coupé du concombre. Yeah, Stéphane, tu peux yeah. Hein. On est bien accueillis chez Guillaume. Hein. Oui, absolument. Vous êtes content? Ouais, super. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous.
Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.